comment, comment a-t-elle été perçue? On en a une petite idée en voyant ce film. Comment cette friction entre réalité et fiction a été perçue par les Bordelais? C'est très difficile de généraliser, comme j'essaie de montrer là, il y a vraiment toutes les réactions. Il y a le mot qu'on a entendu le plus souvent, c'est le mot rêve. Voilà, ça fait, comme on dirait, halluciner les gens. En même temps, il y a des gens que ça a énervé, il y a des gens qui étaient persuadés qu'ils venaient là pour ne pas payer des impôts. En même temps, ça, voilà, ça révèle chez chacun des potentialités de rêve ou de colère. Oui, c'est ça, il y avait trois moyens de... Donc les gens le découvraient, on avait mis des panneaux qui expliquaient simplement « Bonjour, nous sommes les voisins, nous sommes vos nouveaux voisins, on cherchait à habiter à la ville, à la campagne, finalement on a décidé de s'installer ici, on espère qu'on ne vous dérange pas, si ça pose problème on s'en ira, etc. » En même temps on avait créé donc les gens en se promenant sur les quais pouvaient comprendre, remettre ça en perspective et comprendre ce qui était en train de se passer sous leurs yeux. Donc bien sûr, ça n'était pas annoncé dans le programme d'Evinto, c'est la surprise, la surprise et le fait de ne pas dire que c'est une opération artistique fait partie du propos, fait partie, donne le sens, puisque tout le monde peut s'identifier. Il y a un grand-père, il y a un enfant, c'était ça le but, c'est que le Bordelais, n'importe lequel qui passe, se dise mais ça pourrait être moi, ça pourrait être mon père, ça pourrait être mon fils, ça pourrait être moi, cette famille, je pourrais vivre là. Et donc, si je peux vivre là, qu'est-ce qui se passe? Ça déplace les repères, ça oblige à réfléchir, à gamberger pour se positionner en bien ou en mal. Voilà, on avait créé aussi une association fictive qui se passionnait pour les questions d'habitat durable, d'avenir. Et comme le slogan municipal à Bordeaux, c'est 1 million d'habitants en 2030, on est à 700 000 dans l'agglomération. Donc voilà, c'est le slogan le dernier slogan d'Alain Juppé, et donc on s'emparait de ça aussi, on dit voilà, 300 000 personnes à loger en 20 ans, pourquoi pas? Cette association défendait la possibilité d'utiliser la Garonne pour le logement. Et avec la presse, bien sûr, on a fait un travail avec la presse au préalable, en les informant, en leur demandant de ne pas raconter la vraie histoire, de ne pas dire que c'était Opéra Pagaille, de ne pas dire que c'était une compagnie de théâtre, d'essayer de jouer ce jeu-là. Et on a révélé au bout d'une semaine, c'est-à-dire que ça a duré 10 jours. Et pendant une semaine, voilà, la presse comme FR3, comme on l'a vu, ou la presse locale, tout en jonglant avec la déontologie journalistique, a contribué à raconter l'histoire aussi avec nous. Alors des projets de ce type voilà. sont possibles, il faut le dire, ça paraît tellement invraisemblable. D'abord que le projet ne soit pas annoncé, ensuite qu'un projet assez coûteux. Quel est le coût de production de cette aventure? Je crois qu'on est entre 100 et 150 000 euros. Donc c'est pas si coûteux, probablement, au regard de l'impact poétique de cette aventure, au regard de sa capacité à interroger le devenir urbain, le genre urbain. Mais néanmoins, dans un contexte voilà, de non-communication, arriver à faire exister un tel projet est assez... Est-ce que ça s'est fait simplement? Est-ce que la collectivité, l'équipe d'Evinto a accepté l'aventure tout de suite? Ben ouais. Ouais. Ça s'est fait très... Je pensais que ça serait plus compliqué. Et en fait, ça s'est fait assez facilement. Je crois que il y a des gens j'ai vu des gens de la production qui sont par là. Je crois qu'ils ont compris notre projet. Ils n'ont pas voulu nous casser notre rêve aussi. Et puis, oui, on a pu à la fois la production ou la direction artistique et la ville de Bordeaux ont vraiment soutenu ce projet et ont permis qu'il ait lieu sous cette forme-là, qui était la seule possible. Voilà, si on avait dit c'est une compagnie de théâtre, venez voir ça. Ça aurait perdu 75-80% de son impact, quoi, je crois, de sa force et de son intérêt. Alors en même temps, l'histoire n'est pas vraie, ce sont des comédiens, l'enfant qu'on voit là, c'est le fils de comédien, ce n'est pas un vrai couple, enfin l'histoire n'est pas vraie, mais quand même les comédiens ont vécu dessus 24 heures sur 24, non-stop, sans descendre, c'est quand même pas si faux que ça, c'est quand même possible. Voilà, quand on disait c'est possible, ça existe, c'est possible parce que ça existe, voilà, c'était vrai, ça. Alors justement, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce projet-là, précisément. Je parlais du partage du sensible tout à l'heure. C'est que là, subitement, on introduit de l'utopie, on introduit du possible. Et on montre qu'il y a du possible disponible. Alors que le poids des déterminismes, un certain fatalisme nous étouffe et nous écrase, on a là, subitement, une utopie qui s'incarne, un rêve qui prend vie, qui prend forme. Et j'aurais tendance à penser que c'est ça,
finalement l'effet le plus puissant, le plus profond, qui est un effet politique finalement, hein, de dire du possible est disponible, même si la fiction se révèle, se dévoile, c'est au fond pour moi le message le plus profond qui passe. J'invite d'ailleurs Daniel, Olivier, Fred et Proserpine à intervenir si vous voulez qu'on échange autour de la Maison sur l'eau. Comment percevez-vous ce projet? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement, vous intéresse particulièrement dans cette aventure? Alors, ce qui m'intéresse dans cette aventure, ce qui m'intéresse aussi de façon générale dans les projets artistiques, c'est ce que ça renvoie dans la cartographie intérieure, imaginaire, enfin dans les histoires qu'on se raconte tous et chacun. Et du coup, cette petite maison, elle renvoie à un rêve, cette maison qui est un peu la maison que nous dessinons, nous, enfin dans nos pays occidentaux, hein, avec ce toit pointu, ce petit bout de jardin. Voilà, donc il sort du rêve, il sort de l'enfance, en fait, il sort de cette cartographie, ce intérieur intime. Donc il y a voilà, on voit en miroir. Voilà, et ça me faisait penser à cette phrase de Bachelard qui disait qui écrivait dans la Poétique de l'espace que la maison isolée donne une image forte, c'est-à-dire des conseils de résistance. Il y avait de ça, je pourrais en parler longtemps, il y avait de ça, il y a une alternative à l'implacable du monde, à la fois un contrepoint esthétique à la fameuse façade 18e des quais bordelais, à l'uniformité urbanistique de ce coin-là, et à la fois une alternative à un mode de vie, il y a peut-être un ailleurs un peu possible. À la fois, je pense que ça interrogeait les Bordelais, volontairement ou involontairement, sur leurs conditions de citadins du 3e millénaire, d'habitants de ce qu'on fabrique de nos espaces publics. Est-ce qu'on peut vivre dans la ville et hors la ville? Qu'est-ce que ça veut dire? Un coin de campagne en plein cœur de la ville. Et en même temps, c'était aussi, même pour nous, on fonctionne aussi comme ça. Notre sensibilité ou notre poésie, elle est sans doute, elle vient de nos rêves de gosse qu'on arrive à se donner les moyens de réaliser. Il y a aussi du Tom Sawyer là-dedans, du Alain Bombard, du Robinson Crusoe, du je ne sais quoi. C'est voilà, cette dame qui dit je le regarde tous les matins en passant quand les lumières s'allument et ça fait partie de mon paysage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand ça a disparu, les réactions des gens qui voulaient pas croire que le rêve était terminé, même si ça avait été révélé dans la presse avant et qu'on savait que c'était une compagnie de théâtre. Les derniers jours, les gens savaient, mais ça s'imprime. Et puis effectivement, le fait d'habiter la Garonne pour la mettre en scène, habiter, c'est ce rapport intime qu'on a tous à l'endroit où on vit. C'est peut-être l'une des choses les plus intimes qu'on a à vivre, et du coup d'habiter ce lieu-là, voilà, ça met tout le monde. Alors on ne dit pas le spectateur, on dit l'habitant, celui qui passe, je ne sais pas, potentiellement tout le monde de la ville entière, face à ces questions-là. Et puis, alors, ce qui n'est pas montré là aussi, c'est qu'il y avait un blog, donc la famille tenait un blog régulier tous les jours. Alors si on a eu quelques dizaines de milliers de personnes, je pense qu'ils sont passés sur les quais, c'est difficile à chiffrer. On a eu plus de 2000 personnes qui sont parties en bateau avec l'association, faire des visites d'une demi-heure. Et sur le blog, on a eu plus de 20 000 connexions chaque jour. Les gens suivaient le journal de bord, c'était le moyen de zoomer, de s'approcher et de connaître leur vie au quotidien. Alors ça me permettra justement de terminer la phrase que j'ai laissée un peu en suspens tout à l'heure quand je disais que ce projet me semblait avoir sauvé Evinto. Sauvé Evinto d'une certaine confidentialité, j'y suis allé quelques jours. Il y avait un laboratoire urbain extrêmement intéressant, des projets qui se sont inventés avec Exist, le bruit du frigo et d'autres également dans la ville. C'était l'enjeu défini par Michelangelo Pistoletto d'interroger la ville, la fabrique de la ville. Mais la mise en récit, la mise en image de cette aventure, je ne l'ai pas trouvée très convaincante. Et là, il y a à la fois une question qui se pose, qui est posée à la ville, et en même temps sa mise en partage organisée par ce dispositif qui, repris par les médias, par le blog, par les visites, à différents niveaux, avec différentes entrées, permet au projet d'avoir un impact et une rémanence très forte dans la ville. Et je pense qu'on doit tous être très attentifs à cela. Sortir les projets d'une certaine confidentialité pour permettre cette mise en partage et cette diffusion, cette rémanence forte. Merci Cyril de cette présentation. Nous allons glisser maintenant en direction de Proserpine. Bonjour Proserpine. Proserpine, c'est l'apprentie compagnie. Et Proserpine développe un projet depuis 2003, un projet qui s'appelle la Fabrique de liens.
Un projet qui est né finalement du choc de 2003 et qui s'est développé à 13 reprises dans des contextes très différents. En campagne, près de la Nièvre, dans un milieu rural, donc dans un canton, dans un hôpital psychiatrique, dans un lycée, dans une mairie, dans une crèche, des contextes où, Proserpine, tu interviens, tu vis dans ces différents univers et où tu vas interroger finalement le fonctionnement, les normes, la vie de ces différents espaces publics. Un travail sur la relation aussi avec les gens, avec les individus et entre eux dans l'espace public. Ce projet s'est transformé au bout de quelques années, en 2009, et à ce moment-là est né donc 777, 7 clowns pendant 7 jours dans l'espace privé de 7 familles. Là, tu es rentré dans l'intimité de ces familles et à Excentrique dans un premier temps, ensuite au Pronomade, mais aussi à Châteauroux et enfin à Culture Commune, la scène nationale du bassin minier dirigée par Chantal Lamarre. Ce projet, à 4 reprises, donc, s'est déployé avec 6 complices. Donc vous êtes allés vivre au quotidien dans ces familles et finalement développer des situations à la demande de ces personnes, à la demande de ces familles, des situations quotidiennes. Vous vous êtes mis à la place qui vous a été proposée. Une place qui vous a permis de multiplier les actes transgressifs, poétiques, affectifs dans une situation ordinaire. Alors ma première question, ce serait la suivante. Comment finalement le clown public que tu es, se nourrit de l'autre ? Alors, attends. Je peux aller là-bas? Tu peux. Bon. Alors, attends, hein. Ah, bon. Non, parce que c'est plus classe ici. Non, puis j'ai pris mon MacBook. Non, parce que moi, sinon j'oublie tout. Après, je dis des conneries, alors j'ai écrit comme ça, je peux répondre à ta question. Alors, comment ça marche? Voilà. Alors, c'est quoi la question? Comment ton travail se développe-t-il à partir de l'autre, de l'habitant, du paysage, voilà. du territoire où tu t'installes? C'est ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc, sujet du jour. Attends, je mets annuler. Voilà. Alors, sujet du jour, art, culture et territoire. Je dirais même plus, moi, plus toi, égale nous. Et nous peut éventuellement devenir une œuvre d'art si on s'y prend bien. Bon, alors, je m'explique. D'abord, il y a moi. Bon, moi c'est ça, là, tout ça, jusqu'à là, partout, tout ça c'est moi. Hein? Mais bon, tu vois, moi je suis belle. Tu m'aimes? Tu vois, déjà ça commence bien. On commence à s'entendre. Bon, mais moi, c'est pas que ça du tout. C'est bien plus que ça. C'est aussi ce que tu as dans ta tête, comment toi tu me vois. Et c'est déjà différent. Hein? Et dans ta tête, mais aussi dans la tienne là-bas. Et puis dans la tienne aussi. Et là, c'est encore différent. Elle me voit pas du tout pareil que toi tu me vois. Tu vois? Hein? Et puis dans toutes vos têtes, vous êtes combien? Je sais pas, 1000. Donc tu vois, moi, là, je suis 1000. Je fais beaucoup, hein. Et encore plus, d'ailleurs. Parce que je suis aussi ailleurs. Et oui, je ne suis pas passée à la télé, hein, mais je suis connue. Il y a des gens ailleurs qui pensent à moi. Ça fait énorme, tu vois. Alors, en même temps, toi, t'as beau essayer de ne pas penser à moi, t'es obligé, là, de penser à moi. Tu vois, tu peux rien faire. Je suis là, comme ça, agrippée dans ton esprit, là, comme ça, un vrai pot de colle, quoi. Hein? Mais, en même temps, tu fais ce que tu veux de moi. Si t'as envie de me voir, je sais pas, cloué comme ça sur un mur, tel Jésus-Christ, tu as le droit. Et moi, je peux rien faire. Je n'ai aucune emprise là-dessus. Je suis complètement à ta merci. C'est toi qui décides. Tu fais ce que tu veux de moi. Tu es le créateur. Tu es Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Bon. En même temps, tu as le droit aussi de m'imaginer en train de faire des trucs chouettes, hein?
Non, c'est vrai, hein, je suis le bouc émissaire, je suis celui qui tombe devant tout le monde, ridicule, etc., etc. Mais je peux aussi être l'envolé poétique. Hein? Je peux aussi être... comment j'ai mis? Attends, hein, j'ai noté tout ce que je peux être. Je peux aussi être la pertinence d'esprit sur le monde qui nous entoure, ou drôle, tout simplement, quoi. Je peux être un tas de choses. Par contre, ce qui n'est pas juste, c'est que le contraire ne marche pas. Moi, tout ça, là, sans toi, je ne suis rien. Je n'existe même pas. Si tu n'es pas là, moi, je ne suis plus que un pot de peinture, un nez rouge, avec des élastiques, des vieux élastiques, un chapeau, des chaussures dans une valise. Sans toi, on ne me sort même pas de la valise. On peut me laisser 3 semaines dans une valise, il n'y a personne qui portera plainte. On ne vient même pas me chercher pour faire pipi. Donc, tu vois, moi, sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. D'ailleurs, mon seul boulot à moi, c'est de me remplir de toi. Je te prends, toi, et je me remplis. Je ne suis qu'un récipient, un réceptacle de toi. Du coup, attends, j'arrive. Je fais bouger mon truc si j'y arrive. Donc, tu vois, voilà. Tout ça, j'ai dit. Voilà, mon seul boulot, c'est de me remplir de toi. Je suis fait de toi. Bon, le truc rassurant, c'est que toi, en général, tu es assez intéressant. En tout cas, tu es beaucoup. Beaucoup. Tu es énorme. Tu es infini. Surtout quand vous êtes plusieurs. Vous êtes encore plus. Mais vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez. Vous êtes beaucoup plus intéressant. Vous êtes drôle. Oh, vous êtes drôle. Qu'est-ce que vous êtes drôle. Ah non, c'est vrai, je me marre, hein. Ah ouais. Bon. En tout cas, tu es, du coup je suis. Hein? Je suis. Tu es, donc je suis. Nous sommes. Mais nous sommes quoi? Nous sommes, grâce à moi, hein, quand moi je suis là, nous sommes humains, mais pas complètement comme d'habitude. Voilà. Moi plus toi égale nous, et éventuellement on peut devenir une œuvre d'art si on s'y prend bien. Du coup, les 777, le projet des 777, c'est le projet culturel sur le territoire qui amène l'œuvre d'art chez toi, dans ton espace privé. Ce sont 7 clowns adoptés par 7 familles pendant 7 jours. Et tu fais tout ce que tu veux de moi pendant ce temps-là, pendant ces 7 jours. Mais tu fais tout ce que tu veux de moi comme ça, là, tu me tires, tu me fais faire la vaisselle, tout, hein? Mais en plus, tu fais tout ce que tu veux de moi dans ta tête. Et tous les gens qui sont pas dans ta maison, ils parlent de tout ça. Donc eux aussi, il faut encore plein de choses de moi. Tu vois? Donc ça grossit, tu vois, ça grossit, ça crée de l'imaginaire. Tu vois le truc? Ça circule, quoi. Ça téléphone arabe, ça déforme, tu vois, voilà. Hein? Et surtout, ça se pose une question. Hein? Qu'est-ce que ça fait un clown chez soi? Ah, vous aimeriez bien savoir, hein? Ça fait rire. Mais pas toujours, hein? Non, c'est vrai. Aussi. Ça fait soleil quand il pleut. Ça fait la pluie et le beau temps. Ça redonne du cœur à l'ouvrage. Ça vous tient la main chez le dentiste. Ça pose des questions et des lapins. Ça vide les armoires. Ça dit pas que des conneries, ça en fait aussi. Ça rend con. Ça rend libre. C'est saoulant sans alcool. Ça change les habitudes, ça fait penser à autre chose, ça met des diamants dans la voiture et des étincelles dans les yeux, ça redore le blason, ça redore le quotidien avec paillettes, ça repose du quotidien, ça fatigue les nerfs, ça déclenche des pulsions inavouables, ça ment comme ça respire. Je t'aime. Ça donne de beaux conseils aussi, hein?
Et oui, un clown peut aussi être très pratique. Ça peut mettre la table. Ça peut jouer au frisbee dans la cuisine, ça peut servir de paillasson ou d'animal de compagnie, ça peut divertir sans être drôle, ça peut rendre amoureux, ça n'a pas besoin de silicone pour changer de sexe, ça boit dans le verre du voisin, ça mange du papier toilette quand ça a faim, ou ça écrit des lettres d'amour dessus, ça conduit sans permis, ça va chez Ikea pour manger les boulettes. Ça nous fait changer d'angle de vue, ça saute dans les bras quand on s'y attend pas, ça dort en dessous des tables, en classe, partout, sur les genoux des gens. Ça parle à tout le monde. Ça se coupe les veines pour avoir un peu d'attention, ça vole la voiture de la postière pour partir à la mer, ça s'invite chez vous, ça s'attache à vous et ça tâche. Ça envoie les pizzas au plafond, ça vous emballe, ça vous rend fragile, ça engueule la caissière, ça fait des coupes de punk aux plantes du jardin. Ça mélange les torchons, les serviettes, ça peut voler un enfant et le mettre dans une autre famille, ça peut aussi faire pleurer les enfants, les rendre très jaloux, très jaloux. Mais à la fin, ça se finit toujours bien avec les enfants. On saute sur les lits, on les casse. J'adore. Et puis, ça fait quoi? Ça vous montre patte blanche et ça vous roule dans la farine, ça embrasse les mères des villages sur la bouche, ça monte sur un poney, ça descend les bouteilles d'alcool d'une traite, ça mange les carambars avec les spaghettis, ça refait sa garde-robe, ça redistribue les richesses, ça fouille dans vos poubelles, ça fait tirer la sonnette d'alarme, ça se déshabille en public, ça vous repeint la façade, ça crache, ça se fait cracher dessus. Ça fait des anniversaires surprises en juin quand on est né le 24 décembre. Un clown chez soi, ça remue, ça secoue, mais ça fait du bien par où ça passe. Alors voilà, quand s'achèvent les 7 jours, les 7 clowns sont sur les rotules, et puis les familles remplies à ras-bord. Alors les familles, elles vont dormir et pleurer, leur clown évaporé comme une goutte d'eau bouillie, et les clowns, ils vont rendre à ce moment-là. Rendre compte, rendre des comptes, se rendre. 3 jours pour préparer, se préparer, s'apprêter à célébrer les familles. Au bout de ces 3 jours vient le temps de la célébration. Alors là, le temps, il se densifie d'un coup. Ça devient le temps du plateau, le temps de la piste. C'est pas pareil. Le public entre, le vrai. J'ai perdu ma phrase. Oh putain, où qu'elle est? Ça y est, virgule. Le public entre, les familles sont assises, choyées, nourries dans des décors choisis, alors que le reste du public serait comme des sardines, à mal aux fesses sur des bancs. Et c'est normal, hein, ils avaient qu'à prendre un clown. Mr. Craig, un des 7 clowns, commémore avec émotion. Sushi gratouille le chien-chien de sa famille qui fait de l'urticaire depuis qu'elle est partie. Vulcano se saoule au pastis dans la famille de Jean-Christian qui lui écrit un dernier adieu poétique au club de pétanque de son village d'adoption. Fritz fait le lapin pour plaire à son papa qui lui en veut toujours de lui en avoir posé un, de lapin. Prudence négocie le blouson qu'elle a volé dans le magasin de sa maman. Et moi, je suis là. Voilà. Alors, à ce moment-là, la fin de la célébration, nous, les clowns, on part. Et c'est fini. Bravo. Merci. Merci Proserpine. On imagine bien tout ce que cette irruption des clowns dans ces espaces intimes familiaux bouscule, d'évidence, d'ordinaire. On imagine bien la puissance, là encore, de la déflagration poétique. Et en même temps, rien ne se voit, sauf dans ce compte-rendu que tu as évoqué, mais tout le reste est invisible. On parlait en introduction de cette rencontre de ce que ces projets font en politique culturelle. Je pense que là, on peut le dire, les opérateurs, les collectivités territoriales qui accompagnent, qui initient ces projets, ont bien compris que l'action culturelle, l'action artistique, elle pouvait aussi s'inventer dans ces formats plus intimes et sur des temps longs. Donc 2 qualités qu'on retrouve très souvent dans ces démarches, et il faut s'en réjouir. Moi, je voulais savoir plus précisément ce qui fait
où se trouve la frontière entre l'œuvre, l'acte artistique fort et l'animation? Parce qu'on peut facilement, probablement, percevoir le travail du clown dans l'espace public comme un travail d'animation. Que réponds-tu à cette question? Alors, quelque part, l'animation, c'est ce que je fais moi. Et pendant ce temps-là, toi, tu fais l'art. Tu vois? C'est ce que toi, tu fais de moi, ou parce que tu es avec moi dans la famille, ou parce que tu m'imagines à l'intérieur de la famille, où tu entends parler, et comment ça se dit. Alors ça devient l'œuvre, tu vois? C'est ça la différence. Et puis, ce qui fait l'œuvre, c'est aussi le cadre qu'on lui donne. Tu vois, un tableau, on l'encadre. Alors, si on m'encadre, je deviens une œuvre. Si je suis toute seule, je suis bozo, quoi. Clown d'anniversaire, quoi, c'est tout. Voilà. Là, il y a voilà, une frontière assez floue, hein, mais qui est en même temps très, 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 très claire pour moi. Pour moi aussi, et je pense pour tout le monde. Merci Proserpine. Un mot sur la production. On a évoqué le prix de la Maison sur l'eau, le coût de production de 130 000 euros. Là, le projet 777 coûte 45 000 euros à peu près. Ce travail avec ces 7 artistes dans ces 7 familles pendant ces 7 jours. Je crois. Hein. Moi, tu sais, l'argent, je connais pas trop, hein, mais je crois que c'est ça, oui. Oui. C'était pour raconter le projet aussi sous cet angle de la production. Alors, voilà. Ça coûte 45 000 euros. C'est un petit poids qui coûte 45 000 euros. C'est pas donné, hein. On peut en faire des choses avec ça. Hein.